comme élevé. Donc on nous a proposé une amyosynthèse. Donc sur le coup, en fait, et ça a été tout le cas de la grossesse, on a l'impression d'être sur un chemin tout tracé pour nous. Donc on nous a dit, voilà, risque de trisomie, amyosynthèse. Et on a dit oui. Et puis le soir, avec mon mari, en y réfléchissant, on s'est dit que finalement, on n'avait pas forcément envie de faire cette amyosynthèse. Sûrement qu'inconsciemment, on avait envie de garder l'enfant, même si on ne s'était pas du tout posé ce genre de questions. Alors, ça ne nous était pas venu à l'esprit une seule seconde. Mais aussi, il y avait un risque de fausses couches qui sont liées aux amyosynthèses, qui était de 1 sur 200. Et voilà, ça, c'était sûr qu'on voulait. On n'avait pas envie de prendre ce risque de fausses couches. Et puis, c'était la veille de partir en vacances. Donc, on n'avait pas non plus envie de vivre pendant 15 jours de vacances en attendant les résultats. Donc, on n'a pas fait l'amyosynthèse. On est parti en vacances. On peut cogiter. Et puis après les vacances, on a fait la deuxième échographie qui là de nouveau montrait des signes de risque de trisomie puisqu'il y avait un rapport de pied sur fémur qui n'était pas bon non plus. Et puis on est retourné voir l'obstétricien qui nous a dit que voilà, il y avait un faisceau de convergence et que ça serait bien de faire la myosynthèse, qu'il y avait beaucoup moins de risques de fausses couches à ce moment-là parce qu'on était plus tard dans la grossesse, que les risques étaient très très faibles et qu'il fallait qu'on ait confiance et qu'on y aille. Donc là on a fait effectivement la myosynthèse. Et alors, qu'est-elle révélée? Et donc, trisomie 21 avérée. Voilà, 15 jours après, le professeur m'a appelé au bureau. Donc j'étais dans un bureau collégial, donc je suis juste allée dans une salle de réunion, histoire de m'isoler un petit peu quand j'ai entendu que c'était sa voix. Et donc là, il m'a dit qu'effectivement, c'était positif. Donc en fait, j'avais un rendez-vous avec lui une dizaine de jours plus tard, donc je lui ai dit, d'accord, j'ai rendez-vous avec vous dans 10 jours, je viens dans 10 jours vous voir. Et il m'a dit, non, il faut que vous veniez avant. Je dis, ah oui, ah bon, pourquoi? Il dit, si vous voulez faire l'interruption de grossesse, il faut venir maintenant. Je lui dis, attendez, laissez-moi souffler un peu, on va réfléchir avec mon mari, on va en parler. A priori, on n'est pas tellement pour. Et alors, quand vous êtes allé le voir, vous saviez déjà que vous alliez refuser une IMG? Oui, en fait, on avait eu 10 jours pour se décider, pour réfléchir, pour en parler. Donc, on lui a dit qu'on ne voulait pas faire de cette interruption de grossesse. Et il nous a dit qu'il a respecté le choix en disant que de toute sa carrière, il était la veille de sa retraite, pratiquement, en 40 ans. C'était la première fois de sa vie qu'il y avait 2 femmes dans la même année, en fait, qui refusaient cette interruption de grossesse. Mais il a respecté ce choix-là. Quelle question vous êtes-vous posée avec votre mari, si vous sentiez capable d'élever un enfant trisomique? On s'est posé plein de questions. On s'est posé la question de... D'abord, on ne connaissait pas du tout la trisomie, donc très vaguement. On n'en voit pas beaucoup. Et puis, on n'avait pas de cas autour de nous, donc on s'est un peu demandé qu'est-ce que ça allait bouleverser dans notre vie. Est-ce qu'on sera là capable? Comment allait être un peu l'enfant? Et puis après, moi, j'avais des questions autour de ça va peiner mes parents, ça va peiner mes beaux-parents, parce que on a été toujours des enfants sans problème, donc soudainement, forcément, ça va créer de la tristesse pour nos parents qui vont s'inquiéter pour nous, pour notre famille. Et puis mon mari, lui, pensait à nos 2 aînés, en fait, en se disant ils ont une vie facile devant eux, tout va bien pour eux. Et vous savez, le handicap, ça porte bien son nom, c'est comme les chevaux dans une course et on les plombe un peu, quoi. Donc, est-ce qu'on ne va pas les plomber un petit peu? Donc, il pensait à nos 2 aînés, en fait. Donc, vous étiez à combien de temps de grossesse? À 5 mois? On était à 5 mois, à peu près, dans ces eaux-là. Et en 10 jours, vous avez eu toutes les réponses à vos questions? Non, mais après, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réponse écrite. Nous, on a beaucoup parlé, beaucoup sondé notre cœur. On s'est forcé à se projeter dans les 2 situations, on gardait l'enfant, on ne gardait pas l'enfant. Et d'un côté, on ne gardait pas l'enfant et il y avait une espèce de trou noir. Et puis de l'autre côté, on gardait l'enfant, on a discuté ensemble, et ce qui nous a convaincus, c'est que premièrement, on avait le sentiment qu'on allait l'aimer, qu'on l'aimait déjà, elle bougeait dans mon ventre. C'était notre enfant, on en avait eu un châtain aux yeux verts, on avait une petite blonde frisée aux yeux bleus, et puis on allait avoir un petit enfant trisomique, et on allait l'aimer de la même façon. Donc ça, on en était sûrs. Donc ça, je pense que c'était déjà la réponse. Vous dites que Thelma est une rescapée, ça veut dire que tout au long de cette fin de grossesse, on vous a vraiment dit que vous faisiez un mauvais choix? On ne nous a pas dit comme ça, mais c'est vrai que d'abord, on vous propose pas, on vous dit résultat, myosynthèse, interruption volontaire de grossesse. Après, j'étais suivie par une gynéco à côté qui
qui avait peur, je pense, quand on parlait de parents qui accusent, en gros, elle voulait pratiquement me faire signer un papier comme quoi je décidais de garder l'enfant en sachant toutes les conséquences, qui normalement est l'inverse. On vous fait signer un papier si vous interrompez une grossesse, pas si vous la poursuivez. Donc on sentait effectivement qu'il y avait une peur du corps médical. Vis-à-vis de notre entourage, on a senti des questionnements, un peu de tristesse chez nos parents, mais on n'a pas eu de vrais conseils en nous disant qu'on faisait un mauvais choix. Mais ce qui était lourd, c'est tout au long de la grossesse que sans cesse on vous repose ou qu'on vous fasse sous-entendre de nouveau qu'il y a ce choix. Et comme ça, si on ne peut pas être heureux quand on est trisomique. Voilà, et ça c'est difficile, parce que c'est difficile quand vous avez votre enfant dans votre ventre, que vous l'aimez déjà, que vous le sentez, qu'on vous dit sans cesse, vous ne voulez pas mettre fin à sa vie. Donc ça c'est pesant. Et puis, moi, une fois de plus, ce qui nous avait aussi convaincu avec notre mari, c'est qu'on ne connaît pas les potentiels de bonheur de nos enfants. On ne connaît pas le potentiel de bonheur de notre aîné, de notre seconde. Voilà, et à 5 ans, il y a des enfants qui attrapent une leucémie. Voilà, ça peut arriver. Il y en a qui sont anorexiques. Et moi, je ne sais pas si ma fille ne sera pas anorexique à 16 ans. Donc, le potentiel de bonheur des enfants, on ne les connaît pas. Et de Thelma, de notre petite fille trisomique, pas plus, en tout cas, voilà, sur les photos, ce qu'on voit, c'est qu'a priori, elle a un gros potentiel de bonheur, Thelma. Et que c'est ça, voilà, la vie, c'est... quand on accueille un bébé, on l'a vu tout à l'heure dans les reportages, on sait pas, on a un petit bébé qui arrive là et on ne sait pas comment il est, on ne le connaît pas. Et voilà, tellement on ne la connaissait pas et elle a un potentiel de bonheur. Et voilà, on avait envie que ça s'exprime. Comment vous l'avez expliqué à vos enfants ? Avec des mots très simples. Ils étaient petits, ils avaient 2 ans et 4 ans. Donc, juste avant la naissance, on a un peu expliqué, on voulait qu'ils connaissent le mot trisomie, en fait. Donc, on leur a expliqué que c'était comme des petits os, que nous, on en avait tous 2 et que Thelma en aurait 3. Donc, que ça rendrait les choses un peu plus difficiles pour elle, qu'elle ferait les choses un peu plus lentement. Voilà, mais c'était pas très concret pour eux. Mais on voulait qu'ils aient ce mot dans la tête parce qu'ils allaient l'entendre. Et voilà, c'est important que nous, on leur a expliqué et qu'ils sachent... Mais à l'époque, ils n'ont pas bien compris. Et aujourd'hui, ils savent parfaitement ce que c'est. Ils ont plus compris. Ils ont 8 ans et 10 ans. Mais ils ne perçoivent pas totalement la différence parce que nous, on traite Thelma comme tous les autres enfants. Et notre entourage traite Thelma comme tous les autres enfants. Donc pour eux, il n'y a pas de stigmatisation, en fait, de ça. Donc ils nous disent souvent qu'elle va se marier, qu'elle aura des enfants, qu'elle aura le bac. Enfin bon. C'est abstrait. Ouais. Elle a quel âge, Thelma, aujourd'hui ? Thelma, elle a 5 ans et demi. D'accord. Et elle va bien. Et elle est 5 ans et demi, c'est la maternelle. Ouais. Et elle est dans une école spécialisée ou avec les autres enfants ? Elle est dans une école normale. En fait, elle est allée dans la maternelle où était sa sœur. Elle a fait une petite section normale, une moyenne section où on a demandé à ce qu'elle ait une dame avec elle pour l'aider à mi-temps. Donc la moitié du temps, il y a une dame avec elle qui l'accompagne un petit peu. Et puis en grande section, pareil, elle a fait une grande section, toujours avec cette même dame. Mais au jour le jour, elle a un petit retard, mais voilà, elle a fait du vélo, elle a su faire du vélo avec un petit trou avant mes autres enfants. Elle fait du poney régulièrement. Il n'y a pas une différence non plus. Que ce soit dans le langage ou... Dans le langage, il y a un peu de différence quand même. C'est vrai qu'il y a un retard de langage. Moi, je dirais qu'elle parle plutôt comme un enfant de 3 ans et demi que comme un enfant de 5 ans et demi. C'est-à-dire, elle comprend tout, mais c'est vrai qu'elle articule un peu moins bien ou des choses comme ça. Mais, elle va poursuivre une scolarité normale. Comment vous faites au jour ouais, c'est un peu jour, au jour le jour, en fait. Nous, on n'a pas de schéma préconçu. Ce qu'on a envie, c'est qu'elle soit dans un contexte où elle se sente bien, où elle apprenne et où son potentiel soit exploité. Donc, on se pose la question pour le CP l'année prochaine. En même temps, il y a des équipes éducatives, c'est un peu compliqué, mais donc elle ira sûrement en CP, sûrement en CP ordinaire. Mais voilà, il faut attendre, il faut poser les briques les unes après les autres et puis qu'elle soit bien, quoi. Sincèrement, est-ce qu'un jour vous avez regretté ce choix ? Non. Pas une fois ? Non, mais c'est même pas une question qu'on se pose, quoi. Enfin, c'est difficile de se dire que la veille de la grossesse, il aurait fallu que je fasse ça et on aurait fait un avortement il y aurait peut-être eu un comité ou je sais pas quoi, mais on me l'a proposé spontanément. Donc, j'ai pas tellement de doute sur le fait que à un moment où Thelma était viable, on pouvait interrompre sa vie. Et ça, c'est pas permis pour les autres enfants. Et ça, c'est un peu difficile à vivre parce que si on peut le faire la veille de la naissance, pourquoi pas le lendemain ? Pourquoi pas une semaine après ? Et je pense que ça fait partie des choses qui font que notre société n'accepte pas difficile de dire qu'il faut du respect, parce qu'il n'y a pas de respect de sa vie 2 jours avant sa naissance,
Et 2 jours après, il faut que la société soit respectueuse de sa vie et mettre en place les structures. C'est totalement hypocrite. Non, je ne sais pas si c'est de l'hypocrisie. Je suis contente que l'on dise que la société doit mettre en place, et on en parle beaucoup avec les lois qui se développent, des structures, qu'on fasse beaucoup sur le handicap. C'est super, et ça, c'est le bon côté. Mais de l'autre côté, dans le regard des gens, c'est difficile de penser ça quand 2 jours avant, personne n'aurait trouvé à redire à ce qu'on mette fin à la grossesse, quoi. Merci beaucoup, Sophie, pour votre témoignage.